Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 2 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 26e numéro d'Onisport. Aujourd'hui du rugby avec le Stade Rochelais, des résultats de football mais aussi du basket, du hand. Et cette semaine, un grand format consacré à l'Ultimate Frisbee. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre le volet rugby en commençant avec le top 14 et le Stade Rochelais. La Rochelle se déplaçait ce samedi sur la pelouse d'Ernest Vallon du Stade Toulousain pour un remake de la dernière finale du top 14 et de Champions Cup. Et malheureusement, les Maritimes n'y arrivent toujours pas face à sa bête noire. Défaite 23-16 des jaunes et noirs. Pourtant, tout avait bien débuté à la 4e minute, lorsque Brice Dulin aplatit le premier essai de la rencontre après un bon travail de Leeds. Mais 2 minutes plus tard, Antoine Dupont contre le coup de pied de dégagement du même Brice Dulin pour recoller au score. Et ce sera ensuite Thibaut Flamand qui va marquer le second essai toulousain à la 19e minute. Si La Rochelle a tenté de revenir au score, notamment grâce à l'indiscipline toulousaine, les Rochelais échouent de 7 points, les privant ainsi du bonus défensif. Résultat, cette défaite éjecte le Stade Rochelais du top 6 et se positionne désormais à la 7e place du classement. Malgré leur défaite contre Lyon et Toulon, le MHR et l'UBB conservent toujours les 2 premières places du championnat et c'est Castres qui prend la 3e marche du podium. La Rochelle va maintenant mettre le top 14 entre parenthèses pour se consacrer sur leur quart de finale de Champions Cup. Ils affronteront le samedi 7 mai à 18h30 le leader du championnat de France, Montpellier. On passe au football à présent. Pas de match disputé ce week-end pour l'ES La Rochelle qui retrouve la compétition le 8 mai prochain à 15h. Les Rochelais, 2e du classement, voyageront sur la pelouse de la Lanterne Rouge et Chiré. On descend d'une catégorie en Régional 2. Le FC Périgny s'est incliné pour son dernier match à domicile sur le plus petit des scores, 1-0 face à Beaumont-Saint-Cyr. Damien Leclerc avait certes remis quelques cadres dans son effectif agrémenté de jeunes joueurs, mais cela n'a pas suffi pour prendre les 3 points de la victoire. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur pérignacien. C'est un match qui s'est joué sur des détails. On fait une bonne entame, on marque pas, et puis après c'était compliqué. Une fois qu'ils ont marqué, ils se sont mis derrière. Et nous, on a manqué de créativité dans les 30 derniers mètres pour pouvoir égaliser. On avait la possession, mais on avait du mal à avoir des espaces et au final, on s'est créé très peu d'occasions. Il y a beaucoup de frustration. On voulait faire mieux et malheureusement, on n'a pas réussi à faire le match qu'on aurait voulu faire. Donc oui, il y a de la frustration. Lors de la prochaine et dernière journée, le FC Périgny jouera à l'extérieur face à Choré. La rencontre n'est pas programmée le week-end prochain, mais dans 15 jours, le dimanche 15 mai à 15h. Damien Leclerc sur cette ultime rencontre de la saison. On a envie de bien finir. C'est vrai qu'on est un peu déçus quand même parce qu'on a de notre deuxième partie de saison qui, je trouve, a été moyenne. On aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Donc on va aller à Choré, toujours dans la même optique. On va essayer des joueurs pour donner du temps de jeu à certains, un petit peu, leur montrer le niveau senior. Et puis on est des compétiteurs, on va aller à Choré pour faire le meilleur résultat possible. Et toujours dans cette même poule en R2, l'Étoile Maritime a lui aussi imité le FC Périgny, défaite des Villeneuvois, eux aussi à domicile 3-2 contre l'AS Réthez. Les hommes d'Alain Tchoc étaient handicapés par plusieurs absences. Le coach villeneuvois pointe du doigt une mauvaise semaine de préparation avec une défaite contre Parthenay qui continuait de trotter dans la tête de ses joueurs. Écoutez-le. Le foot, il y a des zones de vérité. Quand on a une dizaine d'occasions qu'on n'en met pas, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur l'arbitre, mais il n'y a pas que l'arbitre qui est là pour les mettre. C'est à nous aussi de les mettre au fond. Et on n'a pas su faire le nécessaire pour gagner ce match. Voilà. Il y a eu une préparation compliquée. Après cette défaite contre Parthenay,
beaucoup d'histoires autour des joueurs, c'était compliqué. C'était compliqué comme préparation de match. Vous pensez que la défaite avec Parthenay était encore dans les têtes pour ce match? Ah oui, il était encore dans la tête. Toute la semaine, les joueurs y pensaient parce qu'il y a eu des incidents quand même qui salient un peu le club. Et c'est ça qui est dommage. Alors que le match s'est très bien passé à Parthenay, il n'y a pas eu d'histoire. Je trouve ça dommage et ça nous a beaucoup perturbés. Voilà. Je pense qu'en face de nous, il y avait le talent qui était là. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont eu le talent pour les mettre au fond. Voilà. Il nous en manque juste le talent. Parce que c'est un talent de les mettre au fond. Hein. Voilà. On peut donner plusieurs explications qu'on veut, mais voilà, si on n'arrive pas à les mettre, on les a eu les occasions. J'aurais été triste si on n'avait pas ces occasions. On a essayé de produire du jeu. Mais quand il n'y a pas de finition, c'est compliqué. De son côté, l'AS Rethèse négocie parfaitement ce derby avec cette victoire. Un succès qui s'est construit notamment à l'aide de leur défense que l'entraîneur rété Wilfried Auboyer souligne au micro de Nice TV. On va se contenter de notre résultat, on est très content vu notre fin de saison, c'était un peu compliqué, donc là on est très content d'avoir fait le boulot pour gagner ce match-là avec une belle équipe de Villeneuve. Donc là non, très satisfait dans le contenu, dans l'envie, c'est vraiment bien. La défense s'est construite parce qu'en face il y avait des qualités offensives, donc on a su bien défendre et se mobiliser pour pouvoir effectivement bien défendre. Après il y a une bonne défense quand il y a une bonne attaque aussi en face, donc satisfait de l'ensemble de l'équipe, pas que de la défense. Voilà. L'Étoile Maritime va rapidement devoir se ressaisir pour la dernière journée de la saison régulière. Les Villeneuvois se déplacent à Effre également dans 15 jours, le 15 mai prochain à 15h. On jette maintenant un œil au classement. Une double défaite des clubs charentais-maritimes qui coûte cher. L'Étoile Maritime conserve certes sa seconde place, mais le club est relégué à 7 points du leader. Parthenay garde donc la tête du championnat grâce à sa victoire 4-0 contre Migné-Ausence. Saint-Sauveur 79 est toujours 3e. Quant au FC Périgny, il dégringole à la 7e place de ce classement. Enfin, on termine cette page foot avec la Régionale 3 et le FC Nord 17. Après un nul la semaine passée, les Marandais rechutent sur la pelouse de Cérizet 3-0. Au classement, les hommes de Serge Meunier restent lanterne rouge du championnat avec 9 points. En haut du tableau, quelques changements. C'est désormais Thouars qui prend la tête, suivi de près par Châtellerault et Buxerolles. Prochain match, le dernier de l'année également pour le FC Nord 17, qui reçoit le Pays de Loing. Le match est prévu aussi à 15h le 15 mai. On poursuit cette Onisport avec les playoffs de basket. Après avoir remporté la première manche sur le parquet d'Orchy, le Stade Rochelais devait terminer le job à domicile et c'est chose faite. Les Rochelais se sont défaits du BCO 84-74 et valident donc leur ticket pour les quarts de finale de NM1. Malgré un meilleur début de match, Orchy jouait sa survie dans ces playoffs et ça s'est clairement senti. Un match rugueux et accroché de bout en bout. Les Maritimes ont su faire la différence dans le money time, bien porté par un Thibault Lonzième meilleur marqueur jaune et noir avec 18 points. Sans oublier Antoine Dudy et Keith Wright qui terminent respectivement à 16 et 15 points. François Sens était forcément satisfait de la prestation de ses joueurs, malgré une première période dans laquelle Orchy a su déjouer les plans des Rochelais. Écoutez-le. Alors en premier temps, on a fait des choix forts, et notamment sur Sidibé. Il nous l'a fait payer en mettant 4 tirs à 3 points, donc ça fait partie du jeu. Entre guillemets, c'était des tirs acceptés, ceux-là. Par contre, on a fait quelques petites erreurs qui nous ont mis un petit peu dans le dur, et puis qu'eux les ont relancés, ils ont pris confiance par rapport à ça. On a su rectifier un petit peu ça en deuxième mi-temps, même si on a laissé un petit peu trop de rebonds. Ils ont su rester dans le match sur des rebonds offensifs notamment. Et voilà, on reprend 2 manches, on s'évite une belle qui nous aura encore coûté beaucoup d'énergie. Donc voilà, une belle salle, une belle soirée. L'aventure se poursuit donc pour le Stade Rochelais qui rencontrera une équipe connue lors de la phase régulière puisqu'il s'agit de Rueil. Le RAC l'a emporté 2-0 face à Boulogne. Lors de la saison régulière, les Rochelais avaient subi 2 défaites lors des 2 confrontations directes. La première rencontre se jouera à Rueil ce vendredi 7 mai à 20h avant de les recevoir le 13 mai prochain. On écoute François Sens sur ce prochain face-à-face. On va revoir le dernier match déjà, sur ce qu'on avait fait, ce qu'ils avaient proposé contre nous. C'était le premier match de Kiss, il était arrivé la veille. Le match aller, il ne servira pas à grand chose parce qu'il n'y avait pas Ruffin s'était blessé au bout de 3 minutes, il n'y avait pas Desmond, donc on avait vraiment une configuration d'équipe très particulière. Donc avantage, pas avantage, je ne sais pas, ils nous ont battus 2 fois
en saison régulière, je leur laisse. Et puis si on peut les prendre 2 fois en play-off, je signe tout de suite. Un rapide mot de volley pour vous annoncer la victoire de La Rochelle face à l'ASB Rezé, 3-7-2. Un match accroché entre les deux équipes et un succès qui permet aux Rochelaises de monter à la 4e place du classement, toujours dominé par Plessis-Robinson, Poitiers et Clamart aux 3 premières places. Le leader du championnat, Plessis-Robinson, sera justement le prochain adversaire du LRVB qui ira donc en terre hostile. Le match est à 14h le 8 mai. On passe au handball. L'Onis HB décroche une belle victoire à domicile contre Angoulême. Score final 32-29. Les Onisiennes n'ont jamais été réellement inquiétées dans cette rencontre qu'elles ont menée de bout en bout. La force défensive des Rochelaises, notamment avec une grande gardienne décisive dans les moments clés du match, ont permis à l'Onis Handball de facilement remporter un nouveau succès. Une satisfaction pour l'entraîneur Benoît Durand que l'on écoute maintenant. Défensivement, on était bien organisé, l'équipe connaissait les consignes et savait ce qu'on devait faire. Donc du coup, voilà, et après il n'y a plus qu'à mettre les buts, perdre moins les ballons et être devant et assumer notre rythme et pas jouer au leur. C'est ce qu'on a su faire sur quasiment les 3 quarts du match. Donc c'est une belle presta collective et les filles ont vraiment joué le jeu toute la semaine et là elles se sont récompensées sur ce match avec les 3 points. Elle a surtout été décisive sur les duels directs avec les joueuses sur des fins de montée de balle ou contre-attaque. Et ensuite, elle a sorti des 2-3 arrêts. Mais après, c'est un travail aussi collectif quand on est en défense placée. Mais c'est vrai qu'elle nous a bien aidé sur les pénaltys. Elle en arrête 2. Elle arrête 2 ou 3 contre-attaques, il me semble, en duel direct avec une attaquante. Donc ces arrêts-là, ils nous font du bien au moment où nous, on est un peu moins bien. C'est aussi le rôle d'une gardienne et c'est aussi le rôle de l'équipe de l'aider quand elles sont en défense. Au classement, les Onisiennes sont toujours à la 12e place du championnat de N1. Le Stade Pessaquet, l'US Mios Biganos et La Roche-sur-Yon trustent les 3 premières places lors de la prochaine rencontre et ce sera l'avant-dernier match de cette saison. L'Onis Handball voyagera à Bergerac à 19h ce samedi 7 mai. Benoît Durand sur ce prochain match, on écoute. C'est une équipe un peu du même style que Bergerac qui essaye et qui aime jouer à son rythme. Donc l'idée, ça va être de ne pas les laisser mettre leur rythme et nous appuyer encore sur nos points forts, même si on prend 29 buts, il y a beaucoup de situations sur des buts qui sont marqués sur des montées de balles ou des contre-attaques directes. Je pense qu'en défense, on n'en prend pas tant que ça. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, puisque c'est notre point fort. Et en espérant qu'on ait la même énergie sur le match là-bas samedi prochain. On enchaîne avec le cyclisme. Les filles du Stade Rochelet Charente-Maritime Cycling Team avaient rendez-vous du 29 avril au 1er mai sur les routes du Ceratizid Festival Elsie Jacobs pour une course de 3 jours avec un prologue et 2 étapes en ligne. Et une fois n'est pas coutume, c'est India Granger, la championne de France Espoir, qui termine meilleure française et par conséquent meilleure maritime en se classant à la 18e place au général à 44 secondes du vainqueur. Nathalie Grinzer et Noémie Abgral finissent respectivement à la 32 et 54e position. Prochaines échéances pour les Rochelaises, le Tour d'Andalousie et la Bretagne, Lady Tour. On clôture ce journal par une découverte cette semaine. Ce week-end à Étré avait lieu le championnat de France de N1 et N2 d'Ultimate, autrement dit du Flying Disc. Thomas Perron, licencié au club de l'Île de Ré, La Rochelle, nous explique le but de ce sport avec des règles assez simples. L'Ultimate, c'est un sport, donc, comme tu l'as dit, qu'on pratique avec un disque. Le principe, c'est de se faire des passes tout au long du terrain et de pouvoir faire une passe de la zone médiane à la zone d'en-but, de faire cette ultime passe qui va nous permettre de marquer, d'où l'Ultimate. Une partie dure 100 minutes, on joue en 7 contre 7 sur un terrain qui fait 100 mètres par 37 avec 2 zones d'en-but de 18 et 18 de chaque côté. Et on emporte le match de 2 façons, être le premier arrivé à 15 ou à la fin du temps avoir plus de points que l'adversaire. Un sport avec des particularités. En effet, ne cherchez pas d'arbitre puisqu'il n'y en a pas. Les joueurs présents sur le terrain sont en auto-arbitrage. Mais ce n'est pas tout, le fair play compte aussi énormément dans l'Ultimate. J'ai plutôt l'habitude de dire qu'on est tous arbitres. Ça veut dire que dans notre sport, on est tous censés connaître et maîtriser le règlement. Et comme ça, on est tous capables de prendre la bonne décision au bon moment. Ça, c'est hyper important. Et effectivement, le fair play ou l'esprit du jeu est récompensé à la fin du match. À la fin du match, juste après le match, on se retrouve, on fait une ronde, comme à l'école, on se met tous en rond et on discute de ce qui s'est passé dans le match.
des bons, mais aussi éventuellement des mauvaises choses qui ont pu se passer. Comme ça, à la fin du match, on n'en parle plus. Et on met une note de l'esprit du jeu à l'équipe adverse. On fait une moyenne sur l'ensemble des notes. Et à la fin du championnat, il y aura effectivement le titre de champion, mais on clôturera par le titre de l'esprit du jeu. Donc on a un champion de France de l'esprit du jeu. Et ce titre-là, il est décerné en dernier, parce que pour nous, ça reste presque le plus important. Autre spécificité du Flying Disc, la mixité. Les équipes sont naturellement composées d'hommes et de femmes, à l'image de ce que peut pratiquer le touch rugby. En fonction des catégories, il n'est pas obligatoirement mixte. Il y a une catégorie dédiée au mixte, où là, du coup, garçons-filles jouent équitablement. 4 garçons, 3 filles, 4 garçons. Et là, on a une catégorie open, où tout le monde peut jouer. Donc on peut jouer garçons-filles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une fédération française qui est reconnue et donc un championnat qui se déroule en plusieurs étapes, dont la première a eu lieu ce week-end à Étré, comme nous l'explique Thomas Perron. Il y a 3 divisions nationales en France et les divisions régionales ensuite. Première phase ici à La Rochelle, deuxième phase dans 15 jours à Nemours et les phases finales le 11 et 12 juin à Orvaux. Donc un mois très chargé. Et parmi les équipes engagées, une seule représente l'île de Ré et La Rochelle. Le club se nomme le Ré Flying Ulster qui fête leurs 20 ans cette année. Le club il s'appelle les Ré Flying Ulsters. Les Ré Flying Ulsters, c'est parce que c'est un club qui est né sur l'île de Ré il y a 20 ans cette année. Donc il y a 20 ans cette année. On joue aussi sur La Rochelle, donc on a la particularité de jouer de chaque côté du pont. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui jouent de chaque côté du pont, mais en tout cas nous on bâtit sur un socle fort entre La Rochelle et l'île de Ré. Le club il est né à la flotte. On a des entraînements sur La Rochelle, on s'entraîne le jeudi soir au Petit Marseille et on s'entraîne le mardi au Bois-Plage. Une licence à hauteur de 70 € par an. Et parmi les joueurs de l'île de Ré, un joueur semi-professionnel, Sacha Poit-Sokolski, a découvert l'Ultimate comme de nombreux enfants, en passant d'abord par le frisbee, sport peu commun et accessibilité rapide et haut niveau. Ce sont ces facteurs qui ont poussé Sacha à se diriger vers l'Ultimate. Alors moi j'ai découvert ce sport très jeune à l'école primaire, c'était à la garderie. Après les cours en fait on avait un animateur dans l'école qui nous faisait lancer le frisbee. Et donc j'ai commencé comme ça, donc au début c'était plus on se tape avec le frisbee que du vrai Ultimate. Et j'ai découvert comme ça avec ma bande de copains, avec mon frère, et très vite on a créé un groupe. Et ce groupe a évolué ensemble jusqu'à l'âge adulte. Et je pense que ce qui m'a attiré, c'est un peu le côté à part, quoi. Ça sortait un peu des sports traditionnels comme le foot, le basket, tout ça. Bien évidemment, l'esprit du jeu qui est au cœur du sport, c'est attirant. Et puis aussi, quand j'étais jeune, à 16 ans, je pouvais accéder au plus haut niveau plus facilement, parce qu'on est beaucoup moins de joueurs en France. Donc en fait, à 16 ans, je portais déjà le maillot d'équipe de France. Alors que quand on est joueur de foot ou de basket, pour accéder à l'équipe de France, c'est un peu plus difficile. Donc il y a ce côté accessibilité qui était très attirant aussi. Avec un parcours atypique et particulier, Sacha a dû s'exporter outre-Atlantique, plus précisément au Canada, pour pouvoir exercer son sport à haut niveau. En 2017, j'ai été contacté par l'équipe du Royal de Montréal, qui est l'équipe de Montréal qui joue dans l'AUDL, American Ultimate Disc League. C'est une ligue semi-professionnelle en Nord-Amérique. Et j'ai été contacté pour faire des sélections. Donc, je suis parti en 2017 faire des sélections. Je n'ai pas été retenu cette année-là. Et je suis revenu 2 ans plus tard en 2019 pour refaire les sélections. Cette fois-ci, j'ai eu ma place. Et donc j'ai rejoint l'équipe de Montréal dans le circuit professionnel. Semi-professionnel parce que je n'étais pas rémunéré pour ça. Et j'ai joué au meilleur niveau. C'est-à-dire un peu le même système que la NBA ou que la NFL aux États-Unis. Tous les week-ends, on partait, que ce soit à New York, à Washington, à Philadelphie. Et on rencontrait les équipes de notre conférence. Pour atteindre un tel niveau, Sacha nous décrit les qualités et les compétences d'un bon joueur d'Ultimate. Un sport qui est énormément basé sur le cardio, les changements d'appui pour se démarquer et recevoir une passe par exemple. Ça demande des qualités physiques parce que c'est un sport qui demande beaucoup de vitesse. On répète des sprints sans arrêt, donc il faut être explosif, il faut être rapide, il faut être capable de changer de direction sur des petites distances. Ça demande aussi des capacités techniques parce que l'objet, le frisbee, il faut bien le manier. Il faut être capable de lancer dans des conditions difficiles avec le vent, il faut être capable de lancer avec de la distance, dans tous les angles possibles. Et ça demande aussi une vision de jeu parce que sur le terrain on est 7 contre 7, donc on est 14 sur un grand terrain. Donc si tout le monde fait un peu ce qu'il veut, finalement on va se rentrer dedans et on ne va pas avancer. Donc il faut avoir aussi une vision collective, être capable de voir les espaces, d'aller au bon endroit. Et voilà, donc c'est un mélange, c'est un sport très complet qui mélange tout ça, et avec le travail, l'entraînement et moi, mon entraînement personnel, tous les matchs que j'ai regardés de haut niveau depuis des années, ça fait que j'ai progressé et que j'en suis là aujourd'hui.
Être passé par la Ligue nord-américaine a permis à Sacha Poite-Sokolski de finalement défendre les couleurs de son pays, la France, et de porter le maillot tricolore, notamment avec des ambitions d'entrer aux Jeux Olympiques. Mais pour cela, il faudra d'abord passer par les Wargames. Les World Games, pour moi, c'est un petit peu une porte d'entrée pour les Jeux Olympiques parce que c'est vraiment c'est l'antichambre des JO dans le sens où tous les sports olympiques qui ne sont pas encore aux JO passent par les World Games. Donc c'est la première fois que la France y participe parce qu'ils prennent les 8 meilleurs pays. Et donc cette année, je pense que l'enjeu c'est du développement, c'est de la promotion. Avec les World Games, on va avoir une visibilité auprès des autres fédérations sportives. L'Ultimate va être parmi 50 autres disciplines aux World Games. Donc ça permet aussi de rendre compte à la communauté sportive que c'est un vrai sport, que ça a des vraies valeurs, que c'est un sport très complet et qu'on est des milliers de joueurs dans le monde et passionnés. Donc pour la France, l'enjeu ça va être de montrer que la France a son statut dans les 8 meilleures nations et qu'elle est prête et que tout le travail de développement qui est en France depuis des années, il paye maintenant. Et on va se confronter aux meilleurs joueurs canadiens, meilleurs joueurs américains, australiens, japonais. Donc ça va être une superbe expérience. C'est la première fois que la France y est et je suis très fier d'être dans l'équipe. Un sport méconnu en France et qui ne demande qu'à s'étendre. Aujourd'hui, la France compte plus de 6000 licenciés dans une centaine de clubs à travers l'Hexagone. En Nouvelle-Aquitaine, 16 clubs sont recensés pour environ 400 à 450 licenciés. Un chiffre qui ne cesse de progresser de 15 à 20% chaque année. On se quitte sur cette semaine sur cette belle découverte et sur ce grand format consacré à l'Ultimate. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.